continuons de parler des marchés et des stratégies d'investissement alternatives. On est dans le monde de la gestion alternative avec ABC Arbitrage et son président du directoire, Dominique Séolin, qui est à mes côtés en plateau. Dominique, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. ABC Arbitrage qui a publié ses résultats sur l'ensemble du premier semestre 2021. L'intérêt de la comparaison par rapport à 2020, de vos résultats, c'est de montrer qu'on revient dans quelque chose d'un peu plus normal. Les paramètres de marché qui sont votre matière première, on va dire, dans les stratégies alternatives que vous développez chez ABC Arbitrage, sont en train de revenir peu ou prou à la normale. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre, Dominique ? Oui, en partie, c'est vrai. Alors, si on décompose le premier semestre, c'est très intéressant, puisqu'on voit une tendance, depuis l'intervention des banques centrales massive en avril 2020, on voit une tendance à la baisse de la volatilité structurellement grâce à ces interventions. Et le premier semestre 2020 n'a pas échappé à cette tendance, c'est-à-dire on démarre le semestre avec une volatilité relativement encore présente, légèrement au-dessus de sa moyenne historique, donc incluant des périodes de 20 ans par exemple, et puis descend progressivement tout au long du Q2, du deuxième trimestre, donc, et poursuit sa descente au troisième trimestre pour tomber sur des points bas parfois ressemblant à des points connus en 2018 ou en 2017. Donc ça, c'est un point vraiment significatif, effectivement, de ce premier semestre. Mais en parallèle de ça, ce qui est intéressant de constater, c'est que nous avons encore des volumes sur les marchés qui restent importants, plus importants qu'en 2019 ou en 2018 ou en 2017, sans revenir sur des niveaux de volume qu'on a connus en 2007 ou 2008, évidemment, mais quand même restent quand même assez présents. Et le troisième point qui est significatif, c'est un retour des opérations de fusion-acquisition qui avaient vraiment souffert lors de cette fameuse pandémie de 2020 et qui reviennent en tout cas en nombre. Il n'y a pas de grosses opérations, il y a des opérations plutôt moyennes, mais en nombre, on revient à des niveaux de type 2016, voire même meilleurs que 2016 en nombre d'opérations présentes sur le marché. Donc ça, c'est vraiment caractéristique aussi d'une situation qui se renormalise. Néanmoins, on retrouve encore une caractéristique un petit peu plus technique et un petit peu plus subtile, c'est que nous sommes encore dans un régime de changement de volatilité qui peuvent être des changements brutaux, assez locaux mais brutaux, qui est typique du paradigme des banques centrales, c'est-à-dire en fait on peut avoir des journées très calmes et des journées tout à coup beaucoup plus agitées. On l'a vu récemment vendredi dernier et je crois encore hier ou avant-hier. Lundi. Lundi, voilà, on est déjà mercredi. Et donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment typique de cette ambiance, j'allais dire, de banque centrale, d'avoir des changements de régime parce que les investisseurs ne sont pas dupes, si je puis dire. Là aussi, il y a de quoi agiter ou inquiéter. Les valorisations sont extrêmement hautes, les problèmes géopolitiques, là vous avez parlé tout à l'heure d'Evergrande, ou des décisions à prendre aussi des banques centrales, qui voient bien l'inflation quand même qui continue de suivre son chemin. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que plus on avance dans ce paradigme des banques centrales, comme vous dites, Dominique, plus on se retrouve quand même face à des épisodes de résurgence de volatilité très forts, très brutaux, très brefs. Oui. Ce qui montre quand même que cette situation devient instable. Non, parce que on voit bien que les marchés sont au plus haut, mais qu'il y a quand même des poches comme ça de tension, de volatilité qui peuvent exploser à tout moment. Oui, je pense que là, vous avez raison, le mot instable est tout à fait correct, je pense, parce qu'effectivement, il y a une série de sujets quand même d'inquiétude, et la grande question est de savoir est-ce que l'économie réelle va rattraper l'injection de liquidités et les valorisations présentes sur les marchés, et donc est-ce que les bénéfices que les entreprises vont présenter sur la durée, pas seulement localement en 2021, vont pouvoir rattraper ces énormes valorisations qui sont présentes sur les marchés. Et c'est vrai que c'est la question fondamentale. On le voit en particulier sur les presque 300 000 milliards de dettes, c'est des chiffres quasiment inhumains à envisager. 300 000 milliards de dettes présents maintenant sur les marchés financiers, quels qu'ils soient, cotés, non cotés. Et c'est vrai que c'est une question, comment on arrive à sortir de cet endettement, de cette drogue des banques centrales, sans casser les démocraties elles-mêmes surendettées ou sans créer des problèmes sociaux irréversibles. Et vous dites d'une certaine manière, il y aura forcément de la volatilité dans cet environnement de marché. Quelles que soient les décisions publiques, politiques qui peuvent être prises justement pour traiter les sujets devant nous, la transition énergétique, le traitement social de la transition énergétique, le traitement de la dette, etc. Il n'y a pas de bonne manière. En tout cas, il n'y a que des manières qui amèneront de la volatilité sur les marchés. Très probablement. D'ailleurs, c'est encore une fois ce qu'indique un petit peu, les marchés ne sont pas idiots, c'est ce qu'indique cette fameuse indicateur de volatilité de la volatilité, qui reste quand même très élevé, qui montre qu'il y a cette instabilité qui existe. En fait, ce que disent les marchés, en gros, et ce qu'on peut essayer de traduire de manière peut-être plus pédagogique, c'est de dire, en gros, l'inflation et ou les dettes sont deux sujets sur lesquels, pour en sortir, il va bien falloir prendre des mesures,
vous en avez parlé tout à l'heure avec votre invité, soit de tapering, soit ou de hausse de taux. Et ça va créer soit de la volatilité, soit des besoins en fonds propres qui ne vont plus passer par les dettes qui étaient faciles quand les taux étaient bas et qui pourraient devenir plus durs avec des taux plus élevés ou avec des surendettements que nous venons d'évoquer. Et donc, il y aura des opérations sur les marchés. Ces opérations sur les marchés vont créer des volumes, des besoins de liquidité et de la volatilité. Et bien sûr, ça va être profitable au groupe ABC Arbitrage, entre autres. Bien sûr. Donc, pour nos activités, on y compte bien, en tout cas. Bon, les stratégies sur la volatilité, effectivement, ça c'est le cœur de métier. Les stratégies liées au M&A aussi, vous l'avez dit d'un mot. Est-ce que c'est des stratégies, d'ailleurs, qui ont été performantes, là, au cours des derniers mois, derniers trimestres? Oui, c'est une très bonne remarque. Ça fait partie du business model d'ABC d'être très mutualisé et d'avoir des stratégies de volatilité et des stratégies plutôt basse volatilité comme le M&A. Et effectivement, si le premier semestre est quand même un très bon semestre, au regard de la baisse de volatilité que nous avons pu constater, c'est aussi parce que le M&A a donné, j'allais dire, sa part de résultats dans ce premier semestre avec des équipes qui ont été au taquet pour exploiter cette situation de revival du M&A au premier semestre 2021. Et alors, à côté de ces deux grandes stratégies menées chez ABC, mais non, mais je vous vois sourire. J'ai regardé, j'ai vu dans les documents de l'entreprise, c'est pas un secret. Il y a des stratégies crypto maintenant. Oui, alors Dominique. Ça, c'est un vaste sujet. J'ai raté la grande communication d'ABC Arbitrage sur les stratégies. Est-ce qu'il n'y en a pas eu? Voilà, vous avez raison. On est resté plutôt modeste en termes de communication, mais c'est un sujet passionnant technologiquement. C'est un sujet sur lequel il y a une boîte d'ingénieurs, on le rappelle, on en dira un mot. C'est vrai, société, vous avez raison. D'ingénieurs. Donc c'est un sujet passionnant technologiquement parlant et nos équipes adorent ça au niveau technique, la blockchain et tout ce qu'il peut y avoir derrière. C'est un sujet qui est demandé par des clients de plus en plus. Donc c'est un sujet sur lequel on ne peut pas être absent. Quels clients, Dominique? Plutôt des family office. Aujourd'hui, les statistiques, les sondages qui sont faits au travers des investisseurs, qui sont faits par des grandes banques, disent qu'environ il y a une intention d'investissement dans le domaine quantitatif et alternatif d'environ 12% des investisseurs vers la crypto. Donc c'est beaucoup. C'est à la fois peu, mais à la fois beaucoup. C'est un marché. Mais bien sûr. C'est devenu un marché. D'autant plus que ce marché acte d'une liquidité non nulle maintenant. Si vous regardez par rapport à il y a 2 ans, la liquidité a explosé. Et donc, typiquement, on ne peut pas, nous, rester absent de ce marché, même si on peut se poser des questions éthiques autour des fameuses crypto-monnaies et puis de la compétition avec les devises souveraines et des démocraties qui ont besoin de ces devises souveraines pour pouvoir exister. C'est quoi l'idée de la stratégie crypto, des stratégies crypto sur lesquelles vous êtes en train de réfléchir? Enfin, c'est peut-être plus qu'une réflexion d'ailleurs aujourd'hui. Oui, tout à fait. Nous sommes en production aujourd'hui avec des vrais résultats intéressants. Nous sommes encore trop tôt dans la réglementation et dans la structuration d'un produit client. Mais nous avons, ça y est, ce que les Anglais appellent le proof of concept, ça y est, c'est réglé, on sait que ça marche. Et on sait que l'apport de liquidité sur les cryptos, finalement, marche par de la réplication de notre savoir-faire sur des produits plus traditionnels comme les actions ou d'autres produits comme les commodities. Sur les cryptos, existe à peu près le même genre de concept, ce qui n'est pas étonnant puisque nous avons aussi des places de cotation, aussi des carnets d'ordre, aussi des échanges, des gens qui veulent acheter et vendre et qui ont besoin de cette liquidité à un instant donné. Donc c'est la volatilité de ce marché des cryptos qui vous intéresse, hein, Oui, alors ce qui est intéressant dans la stratégie d'ABC Arbitrage, c'est de développer sur toutes les assets, tous les actifs donc, parce que pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des actifs qui vont être volatiles quand d'autres seront plus calmes. Et typiquement, je pense que c'est pas une surprise ce que je vais dire, le Bitcoin, si je prends que celui-ci, mais d'autres de crypto-monnaies également, ont une volatilité plus importante aujourd'hui que l'equity. On parle de volatilité annualisée autour de 50%, quand celle des actions est plutôt passée inférieure à 20% récemment. Donc clairement, notre idée à nous, c'est d'aller chercher de la volatilité quand d'autres situations sont plus calmes, d'aller chercher de la volatilité là où il y en a. Et donc ça peut être les commodities, mais les cryptos font partie de cette recherche de volatilité. C'est quoi les conditions de rigueur à réunir pour justement passer de la phase de test, de production à la phase commerciale? Alors il y a une réglementation qui se construit, et c'est bien. C'est-à-dire en fait, faut quand même imaginer qu'on est sur un marché qui est un peu Far West, par certains côtés et par certaines devises. Donc il y a des devises majeures qui commencent à acquérir une certaine stabilité de réputation et puis de sérieux. D'autres sont beaucoup plus Far West. Il est rare qu'il se passe 3 mois sans qu'on ait un article sur un piratage, une fraude, quelqu'un qui a perdu sa clé USB. Enfin, je passe des anecdotes. Et donc c'est vrai que c'est un sujet important qui est en train d'être regardé par la réglementation, par les autorités de place. La SEC récemment a dit à Coinbase, qui est une place de cotation donc des crypto-monnaies, qui a dit non, vous ne ferez pas tel ou tel type de produit. Donc on voit bien que les autorités commencent à regarder. Donc tout ça, nous, on doit
en tant que société cotée et en tant que gérant agréé, on doit aussi s'appliquer cette réglementation qui est en train de se développer. Et surtout, on n'a pas envie du tout de proposer un produit à nos clients qui pourrait avoir un problème de réputation, un problème de fraude, un problème de piratage. Donc cette transition vers du sérieux, j'allais dire, sur les cryptos est essentielle pour pouvoir construire un produit client. Mais le produit est extrêmement intéressant par rapport à notre savoir-faire. Bon, et puis terminons, mais ça devient presque une habitude, Dominique, c'est les 2 minutes offre d'emploi. Non, mais mais ça fait des années qu'on en parle avec vous, ça fait des années qu'en termes de recrutement, sur la politique RH, donc boîte d'ingénieurs, des compétences techniques très importantes dans les équipes d'ABC Arbitrage, vos concurrents de ce point de vue-là, ce sont les GAFAM. Oui, ça vous l'expliquez depuis des années. Oui, c'est vrai. Alors, on a 3 concurrents que je m'emploie à essayer d'expliquer quand on me pose la question. Le concurrent GAFAM, qui est le concurrent digital en général, qui est un concurrent légitime, c'est pas le bon terme, mais en tout cas qui monte en puissance depuis de nombreuses années, qui aujourd'hui est un très haut niveau de recrutement, un très haut niveau d'expertise, loin de moi l'idée de les sous-estimer là-dessus, mais donc ils recherchent les mêmes compétences que nous, à peu près dans les mêmes domaines. Je dis souvent que nous, on a fait du big data sans le savoir, avant même que le vocabulaire existe. Aujourd'hui, il existe, c'est recherché, data scientist, des choses comme ça, c'est effectivement ce que nous recherchons aussi. Mais nous avons 2 autres types d'acteurs, ce que j'appelle, de manière un peu péjorative, vous m'en excuserez, les zombie compagnies, c'est-à-dire les sociétés qui n'ont pas de rentabilité immédiate en tout cas et qui sont en difficulté en termes de rentabilité, mais qui trouvent des financements pour des raisons qu'on connaît, avec, etc., les banques centrales, bref, et donc qui ont la capacité de recrutement et qui viennent aussi chasser sur les mêmes territoires que nous, et réciproquement, j'allais dire, on va aussi chasser. Ça, c'est une intensité concurrentielle qui ne devrait pas exister, mais qui reste là. Qui reste là, et qui existe depuis quelques années, et qui est plutôt stable, bon, plus ou moins, ça peut être un peu cyclique, mais voilà. Et la troisième compétition à Paris, en tout cas, c'est le Brexit, et c'est un phénomène qui a été plus fort que ce que nous pensions, c'est-à-dire les banques qui ont délocalisé de Londres vers d'autres destinations, dont Paris, sont assez agressives en termes de recrutement à Paris, et tout ça au bénéfice bien sûr des profils ingénieurs et développeurs que nous recrutons chaque jour. Est-ce que est-ce que le sujet crypto que vous développez chez vous, est-ce que c'est quelque chose qui est de nature à attirer justement de nouveaux talents? Oui, alors les métiers de la finance étant plus autant en vogue qu'il y a 20 ans. C'est une très bonne remarque. C'est vrai que vous avez raison. En fait, pour caricaturer un tout petit peu, il y a une petite vingtaine d'années, 80% des ingénieurs, et d'ailleurs les directeurs d'écoles d'ingénieurs s'en plaignaient, allaient soit vers la finance, soit les cabinets de conseil en stratégie. C'était l'âge d'or de la finance et des cabinets de conseil en stratégie. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Et effectivement, l'idée est de ne pas proposer ceux qui gagnent de l'argent. C'est important, mais c'est pas le nerf de la guerre, et ça n'a jamais été d'ailleurs chez ABC. C'est de proposer des projets qui sont sexy, intéressants, motivants et qui sont novateurs. Et explorer ce nouvel univers, ça fait partie justement des avantages que vous pouvez proposer. Tout à fait. Et alors, encore une fois, j'insiste sur le fait que même les univers traditionnels, il y a encore tellement à faire, c'est ça qui est magique, tellement d'idées à développer, tellement de stratégies à mettre en place pour nos clients et nos actionnaires. Je pense que la crypto est un domaine un petit peu médiatisé et un petit peu plus publicitaire, mais globalement, la finance quantitative telle que nous la pratiquons est encore un domaine incroyable en termes d'excitation intellectuelle. Ça, je n'en doute pas une seconde. Merci beaucoup, Dominique. Merci de venir nous voir régulièrement pour parler d'ABC Arbitrage et des enjeux de marché, de l'industrie de la gestion d'actifs et de l'industrie de la gestion alternative, en l'occurrence. Dominique Séolin, le président du directoire d'ABC Arbitrage, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 17h.